Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Laetitia Ademar. Je suis responsable de la RSE pour le groupe Altavia et nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le groupe Altavia, c'est un groupe indépendant de communication commerciale qui est aujourd'hui présent dans 34 bureaux, 23 pays, en Europe et en Asie. Notre spécialité, c'est la communication commerciale, donc pour des marques et des enseignes. Nous avons plus de 300 clients dans le monde. Et en tant que prestataire de services, producteur de communication, nous avons considéré depuis l'origine du groupe il y a 30 ans que nous avions une responsabilité sociale et économique en tant que groupe entrepreneurial et une forte responsabilité environnementale car, comme vous le savez pour la majorité d'entre vous, les campagnes ont une durée de vie éphémère. Donc on se doit d'avoir une vision de ce que c'est que la communication responsable du début à la fin de vie d'un produit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ce matin pour débattre d'un thème, je pense, qui est présent dans la majorité des enseignes pour lesquelles vous travaillez, qui est la consommation responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de toutes les campagnes et de toute l'actualité qu'on va avoir en France en fin d'année avec la COP21, on peut dire que les consommateurs souhaitent consommer mieux, souhaitent consommer plus juste, mais évidemment toujours au juste prix. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les campagnes RSE des enseignes et des marques incitent les consommateurs à une consommation plus raisonnable, plus raisonnée ou plus responsable tout simplement ? Ce matin, nous allons faire une matinée en deux parties. Dans un premier temps, nous allons vous présenter un panorama de tendance qui a été développé par Altavia Watch. Altavia Watch, c'est une équipe du groupe Altavia qui a développé un blog, je pense dont la majorité d'entre vous est abonné, et qui suit les tendances du retail. Donc à l'international, qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui en matière de consommation responsable. Et ensuite, nous aurons des intervenants de 3 enseignes que je vous présenterai plus en détail après, que sont Biocop, Monoprix et L'Occitane, des enseignes engagées et qui partageront avec vous leur retour d'expérience, leurs projets, leur vision des tendances et du marché aujourd'hui. Ces enseignes ont également laissé quelques exemples de communication responsable que vous pourrez prendre à la sortie. Et je vous invite, si vous avez des questions pour L'Occitane, à les préparer parce que Denis devra nous quitter vers 10h. Voilà. Je passe la parole donc à Thierry Strickler, qui est responsable de veille pour Altavia Watch et qui va faire l'introduction sur Panorama de tendance consommation responsable. Bonjour, bienvenue. Donc un petit panorama de tendance, la question posée vers des consommateurs responsables. On le sait, le consommateur, et en particulier français, est champion du monde de la méfiance, mais il est aussi en train de changer, de modifier ses habitudes de consommation. La question posée de l'appétence pour les produits et des services durables, d'une part, et puis les entreprises qui ont investi depuis des années dans des programmes RSE, ont-ils enfin récolté le fruit de ces investissements ? Nous, on a identifié chez Watch un certain nombre de signaux forts que je vais vous présenter maintenant, en particulier un certain nombre d'études qui ont été mises sur le marché il n'y a pas très longtemps et qui vont donner des indications sur le sens de cette consommation. Dans un premier temps, on va regarder un peu ce qui s'est passé sur l'agriculture biologique. C'est une étude qui nous est donnée par l'agence Bio et qui donne des points structurants. 6 Français sur 10 consomment du bio régulièrement, 9 Français sur 10 consomment du bio occasionnellement. C'est maintenant un marché qui pèse 5 milliards d'euros. Indéniablement, l'agriculture biologique est rentrée dans les habitudes de consommation des Français. Une étude d'Opinionway pour Intermarché qui donne aussi un certain nombre d'éléments structurants. Vous découvrez les chiffres comme moi. Ce sont des consommateurs qui sont en attente, d'une part, davantage de produits locaux, davantage de produits made in France pour 90%. 84% souhaiteraient avoir uniquement des fruits et des légumes de saison, des produits de saison. Et enfin, un message fort, 80% des sondés
pense que les distributeurs français ne tiennent pas compte de leur avis pour améliorer les produits qu'ils consomment au quotidien. Un regard aussi sur tout ce qui se fait autour de la cosmétique, du marché de la cosmétique. 77% des Français, 77% des consommateurs pensent que la cosmétique bio a de l'avenir. Les motivations des consommateurs, d'une part, c'est prendre soin de ma peau. Donc ils sont extrêmement attentifs à la composition des produits. Dans un deuxième temps, c'est consommer durable. Et enfin, dans un troisième temps, c'est trouver l'équilibre entre la qualité et le prix des produits. Une étude de Nielsen qui est aussi très structurante et qui apporte un certain nombre d'enseignements majeurs. C'est une étude qui a été réalisée dans 60 pays via le web et qui délivre les informations suivantes. 55% des internautes sondés sont prêts à payer plus cher un service ou un produit durable. Ce qui est étonnant, c'est les écarts qu'on peut trouver. En Asie, 64% des sondés sont prêts à payer un peu plus cher des produits durables. 42% en Amérique du Nord, 40% en Europe et 36% en France. Donc, la méfiance du consommateur français existe, bien évidemment. Nielsen s'est aussi intéressé à l'impact des communications RSE sur des marques et des produits. Donc. Sur un marché qui va progresser de 1%, les marques qui ont communiqué sur leur packaging ont vu leur vente progresser, elles, de 2%. Les marques qui ont communiqué sur leur packaging et qui ont eu des actions marketing de communication ont vu leur vente progresser de 5%, elles. Indéniablement, les politiques RSE sont des enjeux majeurs de business pour les entreprises. Voilà. Très rapidement, les quelques chiffres. Dans un deuxième temps, on va vous présenter ce que nous, chez Watch, on a décrypté en termes de stratégie RSE dans les entreprises. Des produits et des services. Ici, l'exemple d'un retailer suisse qui s'appelle Migros et qui a lancé un programme de fidélité qui s'appelle Cumulus Green et qui permet à chaque client encarté de suivre la consommation de ses produits durables, de aussi mesurer à travers les autres achats, de pouvoir se positionner quant à sa consommation durable. Ici, l'exemple d'un retailer anglais, cette fois-ci, qui s'appelle Sainsbury, et qui, une nouvelle fois, va se servir du digital, et cette fois-ci, pour rentrer en quelque sorte dans le frigo des consommateurs, Sainsbury a fait une étude qui dit, en gros, qu'une famille moyenne gaspille 60 livres par mois de produits. Donc, il propose une application mobile qui permet de finalement gérer vos stocks entrée-sortie de votre frigo et ainsi économiser et éviter de gaspiller. Une autre stratégie développée par les entreprises sont les actions citoyennes. Ici, l'exemple de Mondelez, ex-Kraft Food, qui s'intéresse aux matières premières. La consommation de café dans le monde ne cesse de progresser. Encore une fois, ça pose un problème de matières premières. Ils ont décidé de monter un plan à 5 ans, donc qui va s'étaler jusqu'en 2020, avec un investissement assez conséquent de 200 millions de dollars tout de même. Et l'idée derrière, c'est d'accompagner les producteurs, les petits producteurs à travers le monde, à travers ce programme Coffee Made Happy, et de leur donner un certain nombre d'outils, un certain nombre de compétences, un certain nombre d'expertise pour leur permettre de gérer au mieux leur unité de production. On est assez content chez Watch d'avoir identifié cet exemple de Starbucks qui va passer donc qui va s'intéresser à la production de contenu, donc de la distribution de produits à la production de contenu. Starbucks a embauché une des stars du journaliste américain et leur souhait c'est de produire des contenus à
qui ont un impact social. On est un peu en réserve encore parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On attend de voir ce que ça va donner. Alors, il y a des marques qui se sont construites autour de la RSE et uniquement autour de la RSE. Là, je vous présente Picture Organics Clothing, qui est une petite marque française, mais qui est en train de grossir extrêmement vite. Originaire Clermont-Ferrand. Leur ADN, c'est rider, partager, protéger. Vous voyez sur leurs vêtements, il y a un petit logo de recyclage. Et effectivement, l'ensemble des produits qu'ils vendent sont recyclés et peuvent être recyclés. Très belle marque. Voilà. Je voulais finir par un exemple concernant la communication RSE et en particulier digitale. L'exemple est de Biocop qui a eu la superbe idée de raconter une histoire aux internautes en recyclant des tweets de leur tweetos. Nous, on constate chez Watch que la communication RSE des entreprises est en train de sortir de sa niche. Elle participe à la communication globale maintenant des entreprises et elles sont en train de se distinguer en particulier sur les réseaux sociaux, d'une part pour être remarquées et d'autre part l'idée est d'agréger un certain nombre de consommateurs citoyens qui ont une appétence pour tous ces sujets. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama d'Altavia Watch. Je pense qu'il y a certains éléments dont vous aviez l'intuition que peut-être vous essayez de décrypter dans vos enseignes respectives. Excusez-moi. Là, l'idée ce matin, c'était de vous présenter en conclusion d'abord des chiffres très clairs. Le premier, c'est que oui, aujourd'hui, il y a plus de consommateurs qui aspirent à du bio, du responsable. Le deuxième point clairement identifié, c'est que oui, le digital est vraiment agrégateur de ces nouvelles communautés, ciment de communication pour faire croître ce marché. Et le troisième point qu'on aimerait souligner et partager avec nos intervenants, c'est vraiment de se dire que la consommation responsable, c'est-à-dire que ce soit du consommateur qui aspire à en avoir plus ou de la marque qui communique plus, est source de business. Donc on n'est plus dans une dimension de marché accessoire, mais on est bien sur un nouveau marché en croissance. Pour démarrer le débat, gardez vos questions, je vous présente nos intervenants tout de suite. Alors, dans l'ordre avec nous, on a Karine Viel, qui est la directrice du développement durable de Monoprix et qui est également en charge de la fondation Monoprix et qui a une forte expertise à la fois en termes de travail pour des marques comme justement Kraft Food et Mondelez qu'on a nommé dans l'étude de Watch, également auprès du comité 21. Et le petit point d'actualité pour ce matin, c'est que vous avez à votre charge non seulement la direction du développement durable de Carrefour, mais également la fondation. Énorme lapsus, je vous prie de m'excuser. On va couper au montage de Monoprix. Et donc, il y a bien la direction opérationnelle et la dimension sociétale qui sont dans vos prérogatives chez Monoprix. En deuxième point, on a l'enseigne L'Occitane, avec Denis Geoffroy, qui a travaillé auparavant dans le conseil en digital et également pour le marketing digital du groupe L'Occitane, et qui dirige aujourd'hui une direction nouvellement créée, qui est donc le département de la communication groupe et réputation. Donc là aussi, de voir que des marques engagées se restructurent pour aborder de nouveaux champs de communication et de messages. Et pour terminer, donc, Patrick Marguerie, qui est le directeur de la communication du groupe Biocop et qui auparavant a effectué toute sa carrière dans la communication pour des enseignes que je pourrais dire plus traditionnelles, notamment au sein du groupe Système U, et qui a pour mission ou pour vocation, puisque c'était dans la presse, de développer vraiment une communication autour des valeurs de Biocop. Donc c'est vraiment ça le cœur aujourd'hui des nouvelles campagnes de cette enseigne. Donc ce que je vous propose, c'est de vous passer un micro à chacun et au regard de votre enseigne et de votre parcours, de réagir en 3 minutes chacun sur les chiffres qui ont été présentés par Altavia Watch, sur les tendances, et que vous nous disiez si vous constatez cela dans vos enseignes respectives,
ensuite de voir s'il y a peut-être des questions dans la salle et qu'on commence à démarrer un dialogue tout de suite. Bonjour. Alors en fait, oui, la présentation, les chiffres qu'on a partagés sont assez révélateurs de nous, ce qu'on peut observer chez Monoprix. Alors Monoprix, ça fait 25 ans qu'on est engagé dans une démarche de développement durable qui s'est d'abord lancée, donc c'était en 90, via une offre responsable. Donc on était la première enseigne généraliste à lancer des produits bio. Avant, il fallait aller chez Biocop pour en acheter. Donc on était les premiers à en proposer dans des enseignes généralistes. On était la première enseigne en 94 à lancer des produits commerce équitable, enseigne généraliste. Voilà, donc en fait cette offre responsable, ça fait longtemps qu'on la propose à nos clients. Donc elle se développe. Un de nos objectifs dans notre démarche développement durable, c'est que la part de chiffre d'affaires représentée par ces produits bio, équitables ou écolabellisés représente 10% de notre chiffre d'affaires total. Donc ça reste un objectif fort. Mais je dirais, ce qu'on peut observer dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure et nous, ce qu'on observe aussi en magasin, c'est qu'au-delà de cette consommation responsable labellisée, je dirais, on observe que ces attentes, elles quittent une sorte de niche de 10, 15, 20% de consommateurs qui sont soucieux de leur santé, soucieux de l'environnement, savent décrypter ces labels-là. Elles sortent de cette niche-là pour être plus mainstream, comme on dit, c'est-à-dire tout le monde, on voit le taux de pénétration des produits bio, 60%, c'est quand même beaucoup. Tout le monde est soucieux de ces enjeux-là aujourd'hui et cherche certes à développer une consommation bio ou labellisée, mais aussi attend que les marques généralistes, que les marques de distributeurs classiques intègrent ces enjeux socio-environnementaux dans leur offre et donc se comportent de manière plus responsable. Donc ce qu'on observe aussi, c'est que, et nous, de la façon dont ces sujets sont abordés chez Monoprix, oui, on veut développer notre offre labellisée, mais également on travaille sur nos filières mainstream, je dirais, sur notre marque Monoprix à Bayadère pour faire en sorte aussi qu'elle soit plus responsable. Et les derniers exemples d'offres proposées ou travaillées en sont assez révélateurs. Par exemple, en 2013, on a décidé d'arrêter les œufs issus de poules élevées en cage à notre marque Monoprix, MDD. Donc il n'y a plus que des œufs bio ou plein air à la marque Monoprix. Bon, ben voilà, on n'a pas fait une sorte de nouvelle référence qui s'adresse à tel type de consommateur plus ou moins soucieux, etc. On a vraiment pris l'offre de base et on l'a fait évoluer. Idem sur le lait l'année dernière, on a changé notre fournisseur de lait à marque Monoprix. Donc dorénavant, tout notre lait est issu de fermes françaises sélectionnées qui sont engagées dans une démarche de bien-être animal avec voilà, tout un cahier des charges, des audits qui sont faits pour vérifier qu'on est dans un plan de progrès continu, bref. Et là, c'est vrai que c'est aussi une démarche qu'on n'a pas faite sur une référence qu'on a ajoutée à une gamme existante, mais on a vraiment fait bouger notre produit de base. Donc je dirais que c'est ça. C'est, en fait, oui, la consommation évolue vers des produits labellisés, mais également, il y a une mainstreamisation, je ne sais pas comment dire ça, de ces attentes qui sortent d'une niche de consommateurs voilà, éclairés ou soucieux et qui vont vers monsieur tout le monde qui ne veut pas forcément changer ses habitudes de consommation, veut peut-être changer de magasin mais pas forcément, ne veut pas forcément changer de marque et de moins en moins prêt à faire des concessions sur la qualité, le prix, payer plus cher pour un produit responsable, etc. Non, mais on attend que nos produits habituels, nos marques habituelles, nos enseignes habituelles se comportent de façon plus responsable et intègrent ces enjeux-là dans son offre classique de base. Alors, je vais rebondir sur le mot mainstream parce qu'il est assez intéressant, parce qu'autant Monoprix peut être habitué à être mainstream, mais Biocop assurément pas. Mais il faut qu'on s'habitue, parce qu'il y a un changement effectivement de paradigme chez les clients qui est assez profond. Pour vous donner un exemple, donc Biocop depuis maintenant 2010 a des progressions à 2 chiffres chaque année. On a fini l'année dernière à plus 14%, l'année précédente à plus 13%. Et autour de quoi s'agrègent ces chiffres? Non pas sur les clients historiques, les clients militants, puisque par nature, Biocop s'est fondé sur des clients militants depuis 86. Mais on parle bien de clients extérieurs qui viennent d'ailleurs pour une première préoccupation qui est la santé. Et derrière, les valeurs un petit peu plus sociétales, environnementales. Mais malgré tout, ils essayent de conjuguer l'ensemble de ces données et de se dire, à la fois je me fais du bien à moi et si je peux faire du bien aux autres, c'est une bonne chose. Et ça, c'est une démarche de fond. Vous avez peut-être remarqué le sondage Les Échos via Voice qui était sorti
je crois, il y a maintenant une semaine ou 10 jours, qui positionnait Biocop comme la 7e marque innovante ou émergente, marque d'avenir en France, enfin pour les Français, et même en ce qui concerne le changement du quotidien comme la 3e marque. Et ça, c'est vraiment assez structurant puisque Biocop fait ça depuis 86. On fait 24% de notre chiffre d'affaires en commerce équitable, les 2 tiers en commerce équitable Nord-Nord. Donc vous voyez que cette démarche, si on arrive à ces niveaux de chiffres, c'est parce qu'elle est très basée sur une très grande antériorité. Mais aujourd'hui, ça intéresse tout le monde. Un autre exemple, on a décidé de communiquer, puisqu'en fait, ma création de poste est récente. Je suis arrivé en juillet 2013 de Système U, comme on l'a rappelé, avec pour objectif de faire savoir, puisque Biocop avait déjà le savoir-faire. Et pourquoi ce besoin? Justement parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux clients qui, globalement, n'ont pas la connaissance, n'ont pas la culture, mais ont l'appétence et l'envie de comprendre et de savoir. Et donc là, on arrive tout de suite au cœur du débat, un peu comment on fait pour leur expliquer de façon simple, comment on explique des sujets compliqués de façon simple. Et ça nous ramène certainement au digital, puisque le digital, c'est un moyen aussi de véhiculer une information un petit peu compliquée de façon plus ludique, notamment à travers des vidéos ou des réseaux sociaux. Et on citait tout à l'heure l'exemple de la campagne qu'on vient de faire avec les tweets recyclés, et quelques chiffres pour vous montrer qu'effectivement, ça rencontre de l'écho. D'habitude, Biocop a 2500, 3000 tweets par mois. Là, on en a eu 4500 en 48 heures. On a eu un tweet négatif sur 4500. Je pense que vous connaissez Twitter. C'est plutôt une performance intéressante. Et on a eu 120 000 visites sur le profil en 48 heures. Et on a eu beaucoup d'échos et de relais médias parce que finalement, Biocop est en train de montrer son alignement de A jusqu'à Z, c'est-à-dire ce qu'on fait en production, puisque je vous rappelle qu'on est une coopérative et la seule en Europe qui agrège des consommateurs, des salariés, des producteurs et des magasins. Ils sont tous sociétaires, tous représentés au conseil d'administration. Donc finalement, on a l'ensemble de la chaîne de valeur qui est agrégée dans notre entreprise. Et donc ça, le consommateur dit, il y a une cohérence entre ce que dit Biocop, ce que fait Biocop. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié, qui est de plus en plus mainstream, pour reprendre le terme que je trouve assez juste. Et donc il faut qu'on s'habitue à ce que le consommateur ait une exigence globale vis-à-vis des marques beaucoup plus forte que celle qu'il a eue jusqu'à présent. Je pense qu'on peut le citer, et je ne leur veux pas de mal parce que je n'ai rien contre le groupe Ferrero, mais vous avez vu il n'y a pas très longtemps, Nutella a subi les foudres parce que justement il a eu un positionnement de communication qui n'était pas jugé aligné avec la réalité de ce qu'il fait. Ça, on pouvait le faire, on l'a fait pendant des années. C'est plus possible, ça devient très compliqué. Donc on rentre dans un monde de communication, mais aussi de cohérence. J'aime bien les mots en co, donc on les associe. Cohérence et com, je pense que c'est l'avenir des marques. Le souci de cohérence, effectivement, je vous rejoins tout à fait là-dessus, sur notamment aligner la communication avec les actes. C'est vraiment le souci du groupe L'Occitane qui, et ça va peut-être vous paraître paradoxal, puisque la marque, notamment L'Occitane, est perçue comme une marque engagée, ce qu'elle est. C'est que L'Occitane n'a jamais vraiment fait de ses engagements un axe de communication majeur. Il a toujours d'abord voulu avancer dans les faits par des engagements concrets avant de les communiquer. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, il y a tout le cycle, Monoprix citait un certain nombre d'exemples, il y a effectivement tout le cycle de production du produit qui est couvert, de l'approvisionnement à la formulation, avec notamment la mise en place de filières d'approvisionnement durable sur un certain nombre d'ingrédients clés, comme la lavande, la filière karité au Burkina Faso, ou encore la filière immortelle en Corse. Donc des engagements très concrets avec des producteurs et des agriculteurs pour à la fois sécuriser les approvisionnements et en même temps respecter, dans le respect de l'environnement et du commerce équitable. Donc il y a également tout le travail qui est fait sur la formulation, avec effectivement une attention importante qui est portée à la naturalité des produits L'Occitane. Au sein du groupe, il y a, je dirais, différents niveaux. On a Belvita qui est une marque de cosmétiques biologiques, L'Occitane qui est sur un positionnement de naturalité avec le recours à des matières d'origine naturelle et végétale le plus possible, mais pas de manière exclusive. Donc beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment dans la conception des produits.
Également dans le packaging, en essayant d'utiliser le plus possible des matières qui soient recyclables ou recyclées. Nos centres de production, notamment à Lagorce et à Manosque, donc, qui sont certifiés ISO 14001. Également dans le réseau de distribution, avec des actions qui peuvent paraître avoir un impact limité, comme l'approvisionnement des boutiques parisiennes en voitures électriques, ou plus fondamentalement un réel travail qui est fait par toute la supply chain pour diminuer au maximum, et avec des résultats assez tangibles, le recours au transport aérien. Parce que c'est là qu'effectivement les impacts sont les plus forts et sur lesquels il faut porter l'accent. Donc toute une série de chantiers qui engagent l'ensemble de l'entreprise, qui sont portés effectivement par un département RSE qui existe depuis plusieurs années chez l'Occitane. La motivation à l'origine, je crois que c'est d'abord un engagement fort de la direction générale, et puis également d'Olivier Bossan qui a été à l'origine de la création de l'Occitane, avec des convictions personnelles très fortes, et qui ont vraiment précédé simplement, je dirais, l'écoute du marché, et puis effectivement les tendances émergentes qui ont été rappelées aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, le groupe L'Occitane est plutôt bien positionné, et se dit qu'il faut peut-être parler un petit peu plus fort de ces engagements et des résultats concrets qui ont été mis en avant, parce que la concurrence n'en prive pas, effectivement, sans qu'il y ait forcément toujours un rapport entre l'écho que l'on souhaite donner à ces engagements et la réalité des engagements. Donc voilà, comme on est quand même, l'Occitane a vraiment le souci d'être modeste et humble, et en même temps on se dit qu'il faut donner cette information aux consommateurs si effectivement ça répond aussi à des préoccupations personnelles. Donc c'est aussi pour ça effectivement que le groupe L'Occitane a décidé de créer une direction qui est en charge de donner un peu plus la voix aux réalisations qui sont faites par le groupe, et on espère que ça portera ses fruits. Voilà. Donc ce qu'on aurait voulu faire et vous présenter dans un deuxième temps, avec des retours d'expérience assez courts de la part de nos intervenants, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a des campagnes, je pense que vous en avez certaines en tête, certaines ont été nommées mais pas de la part de vos enseignes, des campagnes qui marchent, des campagnes qui ont un écho dans la presse, mais dont l'effet commercial n'est peut-être pas aussi important que l'effet média. Et puis parfois peut-être des campagnes qui ne marchent pas, où les enseignes se disent mais le consommateur peut-être aimerait ça, et on ne rencontre pas l'attente qu'on avait imaginée au départ. Dans les tables rondes Altavia RSE, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'avoir cette notion de retour d'expérience à partager. Et je sais qu'il y a parmi vous des enseignes qui sont très engagées d'un point de vue responsable, bio, d'autres qui sont des enseignes de grande consommation, et que peut-être là-dessus, ça vous permettra de réagir. Donc je vous passe la parole, je ne sais pas qui veut commencer sur un retour de campagne. C'est dans l'ordre. Alors après, c'est pas forcément un retour de campagne, mais c'est plus un témoignage de ce qu'on observe et la façon dont on aborde cette communication qui est complexe sur ces sujets de RSE, conso responsable. C'est vrai que chez Monoprix, donc on a été très tôt, on a lancé ce type de produit bio-équitable auprès d'un public moins averti que ceux qui fréquentent des enseignes spécialisées. Donc il y avait toute cette dimension pédagogique à avoir pour expliquer qu'est-ce que c'est que le bio, qu'est-ce que c'est que l'équitable, pourquoi c'est intéressant pour la planète ou pour la société, pourquoi c'est intéressant pour vous, consommateurs. Donc toute une pédagogie qu'on fait depuis 1990 via des petites brochures, etc. On avait cette mascotte que vous avez sûrement vue dans nos magasins si vous les fréquentez, qui est un manchot vert, qu'on voyait un peu partout, et qui, dès qu'on portait un message un peu responsable, était présent. On avait des petits stop rayons devant les produits bio ou équitables pour les rendre visibles, etc. Et en fait, on est petit à petit sorti de cette communication qui, pourtant, notre manchot en interne, je peux vous dire qu'il est apprécié, il est aimé, on n'arrive vraiment pas à le tuer parce que tout le monde veut les garder. Mais néanmoins, pour notre client, on s'est rendu compte qu'il n'était pas très signifiant. C'est un marqueur qui dit développement durable, mais un manchot, c'est même la partie environnementale du développement durable. Ça évoque plutôt les problématiques de réchauffement climatique, ce pauvre manchot sur la banquise qui fond, etc. Et finalement, quand un client ou une cliente est en train de faire ses courses, c'est sympa de voir un petit manchot, mais on ne voit pas forcément très bien le lien avec le paquet de pâtes qu'on est en train d'acheter ou le yaourt, etc. Donc on se rend compte que en fait, ces consommations un peu trop globalisantes, en fait, elles ne fonctionnent plus très bien. Aujourd'hui, les clients, ils veulent savoir
développement durable, ok, mais en gros, d'abord, conso-responsable. Quel est l'impact de l'acte d'achat que je suis en train de faire? Quel est l'enjeu? Quelle est la problématique? Parlez-moi concret. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une sensibilisation, une connaissance de ces sujets qui a beaucoup progressé en 25 ans. Et aujourd'hui, les clients, ils ne sont pas idiots, ils lisent la presse, ils regardent la télé, ils sont quand même plus avertis. Et il faut leur parler de choses précises, avec des chiffres factuels, un discours plus centré sur la preuve. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, plus en parlant de sujets trop généraux, mais en ciblant des sous-sujets de la conso responsable. Le local, le bien-être animal, que sais-je, les problématiques de filière, enfin voilà. Donc on a un discours plus précis, plus relié à l'acte de consommation que le client est en train de faire, tout en sachant très bien que, quand on fait ses courses, on n'est pas très... voilà, on a rarement le temps de lire des panneaux, de lire des stop rayons. Donc voilà, on est peu disponible pour recevoir l'information, donc il faut trouver d'autres supports. Et tout en sachant aussi que très rares sont les clients qui consomment uniquement pour des bénéfices, je dirais, sociétaux. Hein, on en parlait, sociétaux, environnementaux. Mais on recherche avant tout un bénéfice personnel en consommant responsable. Sa santé, des économies d'énergie à terme, ou que sais-je. Donc en fait, on a aussi à cœur de dire à chaque fois, voilà, quel est l'enjeu sur cette catégorie de produits, voilà ce qu'on vous propose, ou voilà ce que fait Monoprix, ou voilà la qualité de l'offre qu'on met en face de vous. Et en troisième niveau, voilà le bénéfice que vous en retirez, vous, mon client. Donc voilà, sortir d'un discours généraliste, centré sur la preuve, le concret, et rappeler les bénéfices personnels, s'il y en a, à consommer responsable. C'est un peu ce vers quoi on oriente nos communications aujourd'hui sur ces sujets-là. Sachant qu'après, ça prend plein de formes en magasin. Hein, ça prend la forme de brochure. Là, en ce moment, cette semaine, justement, on distribue en caisse des petites brochures sur... c'est le printemps, on a un temps fort maison, donc le ménage de printemps, les astuces pour faire le ménage de façon écologique à la maison. On essaye d'avoir un discours qui est plus sur les enjeux qu'un discours trop promotionnel où on fait la promotion de nos produits. Hein, c'est vraiment pas l'objectif. On distribue des petits piles Coré-Piles là, pour ramener ces piles en magasin. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'opération qui a lieu en ce moment cette semaine dans nos magasins. Mais c'est vrai que voilà, ça peut prendre plein de formes tout au long de l'année. L'idée, c'est aussi de ne pas avoir un temps fort, la semaine du développement durable, et de ne plus en parler jusqu'à l'année prochaine, mais d'avoir un petit fil rouge de prise de parole en se raccrochant à des thématiques du plan de communication qui existent. Noël, Pâques, les soldes, la rentrée, que sais-je, en essayant à chaque fois d'apporter ce petit volet porteur de sens, offre responsable ou solidaire. Voilà, donc c'est vraiment intégrer ces problématiques au métier de l'entreprise et plus en faire soit une niche produit, soit une niche de communication, une petite bulle une fois par an dans le plan de com, quoi. Alors oui, la communication, c'est déjà en soi parce qu'on parlait de la réussite des campagnes responsables, c'est déjà une forme de contradiction. C'est d'ailleurs pourquoi Biocop n'avait pas de direction de la communication jusqu'en juillet 2013. C'est parce que cette contradiction n'était pas résolue. Est-ce que c'est responsable de communiquer ? Ou est-ce qu'il vaut mieux être responsable et puis que finalement cette communication devienne inutile puisque le positionnement même de l'entreprise fait que le consommateur comprend ? Alors, c'était tout à fait valable comme raisonnement tant qu'on était sur une clientèle, comme on l'a dit, militante, très engagée et probablement au moins aussi compétente que les personnes de Biocop sur ces sujets. Et là, on l'a dit, ça a complètement changé depuis à peu près, moi je cible ça depuis 2010, où on a sans cesse de nouveaux clients qui arrivent. Et donc là, l'enjeu, au moment où tout le monde va se mettre à communiquer responsable, de façon plus ou moins à droite, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire entendre sa voix et faire entendre sa cohérence. Parce que, pour y revenir, je crois beaucoup à l'alignement des marques. On ne peut communiquer responsable que si on est responsable. Ça, il faut se convaincre de ça. Et c'est justement pour ça que Biocop a pu se permettre de lancer le 1er avril, là, et c'était pas une blague, une campagne responsable très aboutie, puisqu'on a divisé par 3 l'empreinte carbone de nos campagnes habituelles. Alors quand je dis habituelles, elles n'étaient pas si fréquentes que ça. Biocop a fait une campagne en 2011, une campagne en 2012, 2 en 2013 et donc 2 en 2014, la première ayant eu lieu en avril. L'idée, c'est de refaire de la communication maintenant de façon régulière pour justement faire entendre aux consommateurs
cette différence et résoudre notre problème et notre contradiction interne qui est est-ce que communiquer c'est responsable? Le meilleur moyen c'est de communiquer responsable. Voilà, c'est tout simple. Donc, et ça va nous permettre, je pense, de résoudre cet apparent conflit entre consommation et responsabilité, parce que le consommateur refuse de faire un choix. On parlait tout à l'heure de l'engagement individuel du consommateur. Aujourd'hui, il est encore limité. Il a envie de bien faire, mais pas au point de se contraindre au-delà des limites du raisonnable. Et donc c'est là, il faut qu'on lui apporte des réponses qui lui permettent de résoudre cette équation. Et c'est encore un enjeu de communication. Alors, pour parler des campagnes qui marchent, nous, on a toujours fait des campagnes sur nos zones de chalandise auprès de nos clients. Alors ça se traduit de plusieurs manières. Ça se traduit en termes d'engagement, par exemple, avec les produits qu'on appelle militants. Je pense qu'on est la seule enseigne en France à commercialiser des produits pour donner de l'argent aux faucheurs volontaires, par exemple. Donc on a fait des chips des faucheurs, on a fait des bières des faucheurs. Alors on vient de faire le jus de pomme militant, qui a pour objectif de développer les produits locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'écho, puisque je vous apprendrai que ces produits tombent systématiquement en rupture parce qu'on n'en a pas assez. C'est la preuve parce que leur packaging est très engageant. J'avais prévu de vous en emmener, mais j'ai oublié de les apporter. Mais vous me croirez sur parole ou vous irez dans une Biocop, encore mieux. Vous pourrez les voir. Ces produits génèrent vraiment auprès du consommateur un impact très fort parce qu'il a envie de soutenir des démarches auxquelles il croit. Si on prend les OGM, singulièrement, 89% des Français sont opposés au fait qu'il y ait des OGM. Donc je peux vous assurer que quand vous faites un produit qui est labellisé anti-OGM, les consommateurs le prennent. Et ça, c'est une forme d'engagement. Et ça prouve qu'une forme de communication responsable peut rencontrer le consommateur. L'autre élément que l'on fait, donc là pour le coup chaque mois, c'est le calendrier d'animation magasin. Et toutes nos actions sont à la fois militantes et commerçantes. Donc une offre produit bien sûr, mais aussi un engagement militant avec des partenaires historiques de Biocop. Je peux citer par exemple Terre de Liens, avec lequel on travaille depuis des années et qui a pour objectif de collecter de l'argent pour développer des fermes biologiques en France. Parce que vous avez sans doute remarqué que le marché croît beaucoup plus vite que les fermes biologiques en France. Enfin, une chose un peu bizarre. On a moins de conversions cette année qu'on en avait l'année dernière, alors que le marché explose. Une contradiction qui est compliquée à gérer pour des enseignes qui veulent faire 70% de Français comme nous. Et puis, l'autre élément, c'est de faire un cadre exigeant pour la com. Moi, personnellement, j'ai un cahier des charges très précis qui m'interdit de faire de la communication commerciale, qui m'interdit de faire de la communication autre que sur des sujets d'engagement de société, des sujets militants. Et par nature, ça me conduit à pouvoir aller relativement loin dans ma communication, comme l'année dernière avec « N'achetez pas ». J'ai eu un petit procès avec Interfell parce que j'expliquais qu'il ne fallait pas acheter de pommes qui étaient traitées chimiquement. 28 traitements en moyenne sur une pomme en France, en moyenne. Il y a mieux, hein. Des fois on peut monter à 35 quand on est en forme. Et bien sûr, Interfell m'a attaqué. Et bien sûr, puisque c'est une source INRA, Interfell a perdu. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir dire lorsqu'on est une enseigne engagée, parce que ça aussi, ça démontre la crédibilité de l'enseigne, et à partir de ce moment-là, la communication que l'enseigne a, si de surcroît elle est responsable, elle est dans une cohérence globale et elle rencontre la société, puisque c'est pas Biocop qui va aller vers la société, c'est la société qui va vers Biocop. Pas que Biocop d'ailleurs, on n'est pas les seuls acteurs sur le sujet, mais en tout cas, on est là depuis longtemps et on a une légitimité, une antériorité. Donc ça, c'est l'élément clé pour que ça marche, les coms responsables. Il faut de la légitimité, il faut de la cohérence, et puis un peu de savoir-faire sans doute, mais ça, toutes les enseignes ont les compétences, mais ce qui importe, c'est surtout la cohérence. Voilà. Les choses ont déjà été dites. Moi, je voulais insister sur 3 points. Le premier, c'est l'information. Effectivement, il y a un premier niveau, je dirais, au-delà d'une communication un peu proactive, qui est de rendre disponible l'information pour effectivement que les consommateurs puissent avoir un acte d'achat qui est éclairé, donc qui est s'assurer que ce qu'ils achètent corresponde à leur aspiration. Donc c'est le premier point. Ça passe par plusieurs canaux, effectivement les informations qui peuvent être disponibles sur l'emballage, mais enfin également, je pense notamment au service client de l'Occitane, qui répond quotidiennement à des questions des consommateurs, qui rassure les consommateurs sur notre approvisionnement, etc., etc. Donc il y a l'information qui est, je dirais, le premier point, mais qui n'est pas toujours si évidente que ça. Donc
et sur lequel, moi, il me semble important d'insister. Le deuxième point, donc il y a quelques exemples qui ont été cités. C'est vrai que l'Occitane, notamment, un peu traditionnellement, lance chaque année 2 produits solidaires qui, en fait, c'est généralement un savon ou autre chose, qui est un peu un support pour le coup de communication et de sensibilisation sur des causes qui tiennent à cœur la marque. Donc l'engagement pour l'entrepreneuriat féminin et les femmes, notamment au Burkina Faso, ou un engagement très fort pour la lutte contre la cécité opérable, évitable, qui se traduit par des partenariats anciens avec un certain nombre d'ONG comme Aide et Action ou Orbis. Donc, il y a avec derrière des résultats très concrets et quantifiables en termes de nombre de femmes aidées, de personnes opérées, etc. etc. Donc ça, c'est des moments effectivement qui permettent un petit peu de mettre l'accent sur des causes importantes, ce qui permet aussi aux consommateurs de s'engager s'ils trouvent que c'est effectivement une action qui est importante. Donc c'est aussi ça, c'est que finalement qu'est-ce qu'on propose aux consommateurs pour s'engager au-delà effectivement d'un achat responsable qui va d'abord satisfaire son besoin immédiat. Et lorsqu'on fait ça, il y a un certain nombre d'études, vous ne les avez pas citées mais qui sont importantes, c'est effectivement toujours, quand on appelle un petit peu la participation du consommateur, s'assurer que, parce que c'est une attente des consommateurs, que l'entreprise est aussi engagée. C'est facile pour une entreprise d'appeler au don si elle-même ne donne pas. Alors la Fondation de l'Occitane dispose d'un budget important avec, je dirais que c'est plus des appels de fonds complémentaires, mais donc il y a un engagement qui est d'abord très fort et c'est ça qu'attendent les consommateurs lorsqu'il s'agit d'actions philanthropiques ou militantes, c'est qu'il y ait d'abord un engagement et des actions très concrètes de l'entreprise avant éventuellement de les solliciter d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être un achat, ça peut être un soutien sous forme, parce qu'on parle de réseaux sociaux, de partage, de like, etc. De participer, je dirais, à une action de sensibilisation. Ou des marques qui appellent aussi, je pense, quand il s'agit d'aller ramasser des déchets sur les plages, etc. etc. Donc c'est l'autre point sur lequel je voulais aussi insister. Puis peut-être le dernier point. Donc, j'avais parlé d'information, j'avais parlé effectivement de co-engagement entre le consommateur et l'entreprise. Et le dernier point, c'est vraiment la permanence, effectivement, on a beaucoup insisté là-dessus, de la communication, du discours. C'est quelque chose qui est au long cours et pas simplement effectivement quelque chose qui doit être accessoire. Donc finalement, ce qu'on retrouve, c'est que de la même manière qu'aujourd'hui, la RSE, c'est pas quelque chose d'accessoire, mais c'est quelque chose qui est complètement transversal, qui doit être intégré par tous les départements. Aujourd'hui, lorsqu'on parle effectivement d'engagement et de responsabilité en termes de communication, c'est pas une communication qui est annexe à côté du reste de la communication, mais c'est quelque chose qui doit infuser l'ensemble effectivement des messages qui sont véhiculés par la marque auprès des consommateurs. Est-ce que sur ce premier point de débat, vous avez des questions éventuellement ou pas ? Moi, je sais qu'il y avait une question qui m'avait été posée là au moment du petit déjeuner et qui qui évoquait plus le retour chiffré. C'est-à-dire que donc nous, on vous a présenté une étude où on vous a dit que dans les tendances marché, il y a des points de croissance, il y a des tendances fortes. Est-ce que dans vos enseignes respectives, vous mesurez ce retour client ? Est-ce que vous interrogez vos clients ? Est-ce que vous faites des panels en magasin pour justement avoir non seulement une appréhension du marché et de ce que ferait n'importe quel consommateur français, mais également de votre propre clientèle en participation, pour rebondir sur ce que vous disiez, en co-création peut-être de nouvelles offres ou de nouvelles attentes. Alors, est-ce qu'on a des éléments chiffrés ? C'est une bonne question. On voit la progression de notre part de chiffre d'affaires responsable, parce que ça, c'est quelque chose qu'on arrive à identifier, les produits bio, équitables, etc., écolabellisés. On suit leur progression en nombre de références, mais surtout en chiffre d'affaires et en part de notre chiffre d'affaires, parce qu'on pourrait avoir plein de références qui ne se vendent pas, mais là, il s'agit quand même qu'elles représentent un point important. En termes d'image, alors on vient de changer de tracking image. Alors, je suis très contente parce qu'il y a plein de nouvelles questions sur l'image. Alors, on avait une question très généraliste sur est-ce que vous pensez que Monoprix est une enseigne engagée dans le développement durable ? Bon, alors après, on suivait les évolutions, c'était pas non plus transcendant. Et puis, comme de plus en plus, autant, en effet, dans les années 90, c'était un facteur de différenciation très fort que de proposer cette offre-là. Aujourd'hui, finalement, c'est une bonne chose, ça l'est de moins en moins. Donc, on voit cet item s'émousser. Et aujourd'hui, dans les tracking images, mais elles sont toutes récentes, donc je peux pas trop partager les chiffres parce que j'ai même pas d'historique réellement.
on regarde plus des... Est-ce que vous pensez que Monoprix est une enseigne qui propose une offre bio, équitable, suffisante? Est-ce que vous pensez que Monoprix est une enseigne solidaire? Est-ce que vous pensez que Monoprix est une enseigne engagée dans la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique? Donc vous voyez, on segmente, je dirais, cette problématique globale développement durable dans les tracking images qu'on va avoir dorénavant. Donc déjà, ça c'est un super outil. Mais c'est vrai que globalement, dans l'ancienne tracking, avec cette question un peu globale, moi j'ai toujours un peu déçu parce qu'on faisait une belle OP, une grosse OP avec des partenaires, parce qu'on essaye aussi, ça j'ai oublié de le dire, de ne pas communiquer tout seul, mais si possible de communiquer avec des gens qui sont plus légitimes que nous pour porter des messages de sensibilisation, des associations, des collectivités locales, des gens type Max Havelaar, etc., qui viennent dans nos magasins présenter, sensibiliser, etc. Parce que c'est vrai que nous, on est Monoprix, donc on peut porter un discours, mais il est quand même plus crédible, je dirais, quand il vient de gens plus neutres et qui ne peuvent pas suspecter d'avoir des intérêts commerciaux derrière tout ça. Et bon, en fait, on voit rarement des énormes pics. On voyait des pics quand on faisait des collectes Emmaüs, des collectes de vêtements dans nos magasins au profit d'Emmaüs. On en fait une fois par an depuis 3-4 ans. Et donc, en effet, à chaque collecte Emmaüs, on voyait un petit pic dans la gomme et puis ça redescendait. Bon, voilà. Je pense qu'en fait, c'est quand même on l'a dit, hein, c'est un travail au long cours. On n'est pas sur de l'événement, on n'est pas sur du one-shot. Donc on est sur des tendances de fond qui ne sont pas forcément très lisibles, je trouve, dans les tracking images qu'on peut avoir. Alors après, on voit des gentilles croissances de nos chiffres d'affaires. Alors pour ce qui nous concerne, évidemment, c'est plus facile à tracer dans la mesure où on est 100% bio, donc par nature positionné sur une démarche responsable. Je vous ai parlé tout à l'heure des évolutions de chiffre d'affaires de l'enseigne, mais en découpant ce chiffre d'affaires, que ce soit le commerce équitable, les produits locaux ou l'origine France, sont 3 critères qui sont en progression constante. Donc pour ce qui nous concerne, le problème, c'est pas de vendre, c'est de trouver les produits à vendre, puisqu'en plus on a une certaine exigence de ce point de vue, et qu'on veut absolument pouvoir tracer l'ensemble des produits qu'on propose aux consommateurs. Puis après, on fait bien sûr des études d'image, donc j'en ai amené une. Alors, la première raison, on l'a rappelé, c'est effectivement la santé, hein, première raison d'achat dans nos enseignes sur ce type de produit. Mais ce qui est à noter pour Biocop, c'est que la deuxième raison, c'est environnement, nature, écologie. C'est quand même 44% des clients. Et puis après, on voit monter d'autres éléments éthiques, par choix éthique. C'est 23%, et c'est en progression de 3 points en une seule année. Donc c'est à noter également. Donc on est quand même dans une évolution qui s'accélère. On a cité tout à l'heure, enfin plutôt Altavia Watch a cité des chiffres global marché où déjà ces éléments sont visibles. Mais on est vraiment dans un phénomène d'accélération. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête, et forcément les spécialistes, et en l'occurrence Biocop est par nature spécialiste sur ce marché, puisqu'on a 0% de transport par avion, puisqu'on a développé le commerce équitable Nord-Nord depuis 1986 avec la marque Ensemble, qui va se concrétiser cette année par une loi en France. Donc on a une certaine habitude, antériorité de ce marché, et franchement depuis 2010, c'est un critère clairement de fréquentation, de panier, de chiffre d'affaires. C'est indéniable. C'était déjà visible dans mon ancienne enseigne, Système U, qui avait développé des produits bio, mais évidemment avec un degré d'exigence qui n'est pas le même que celui de Biocop. Et finalement, je retrouve des courbes plus fortes encore chez Biocop. Donc je dirais que, en toute logique, c'est vraiment une tendance de fond du marché. Alors, c'est en train de devenir même une tendance, et on l'a repris ce mot, je pense qu'il pourrait faire la conclusion de la journée, c'est une tendance qui devient de plus en plus mainstream, c'est clair. Pas d'élément particulier, enfin, effectivement ça fait partie des items qui sont suivis dans le cadre des études d'image, hein, effectivement sur l'association de la marque avec des notions d'engagement, avec un certain nombre de détails là-dessus, donc c'est des choses qu'on regarde effectivement régulièrement, pas quotidiennement, mais régulièrement. Peut-être avant le départ de Denis, il y avait une autre question aussi qu'on avait eue en discutant et en préparant cette table ronde, c'était de se dire que, alors il y a le discours corporate, le discours en magasin, les attentes des clients, mais il y a aussi les collaborateurs en magasin. Et ça, je pense que c'est aussi des questions qu'on soit dans une entreprise de service ou en magasin, c'est que si le message de communication est fort,
le produit a une dimension d'appel et il y a une appétence, il faut aussi que le vendeur ou le commercial soit là aussi pour être un ambassadeur du message corporate, un ambassadeur du produit, et qui a un besoin de former les collaborateurs en interne. Et là, je vais vous passer la main parce que je crois que chez L'Occitane, il y a quand même eu des campagnes de formation importantes des vendeurs en magasin, notamment sur tout ce qui est refill. Et d'avoir votre retour, est-ce que les collaborateurs en magasin, et je pense notamment aux enseignes qui sont dans la salle et qui représentent des supermarchés ou des hypermarchés, sont formés par vos soins, sont sensibilisés et sont prêts à répondre à n'importe quelle question du client qui sort un produit et qui dit mais est-ce qu'il est responsable? Que répond le vendeur qui se trouve à côté de lui? Évidemment, ça fait partie du panel de formation pour les vendeurs en magasin. Je dirais qu'au-delà de ça, les engagements effectivement sont aussi un facteur de motivation et font partie de la culture de l'entreprise, avec aussi des programmes d'engagement pour les salariés, la possibilité notamment en France pour les salariés de dégager du temps pour travailler au service d'associations. Donc il y a des systèmes de ce type qui existent. Une association Nord-Sud, effectivement aussi de salariés qui a notamment par le passé permis des échanges entre les productrices de beurre de karité au Burkina Faso et des salariés en France avec des programmes de formation et d'échanges de ce type-là. Pour revenir sur la question du personnel de vente, donc ils sont effectivement formés sur la marque, sur l'entreprise, sur les engagements de la marque. Il y a un certain nombre de moments où effectivement il y a des produits qui portent un peu plus peut-être ces engagements-là. Je parlais des produits solidaires, des éco-recharges également. Je pense que c'est notre travail aussi pour s'assurer qu'au-delà de la formation effectivement qui est disponible, on a mis en place aussi un système de mise à disposition d'informations via des tablettes où ils ont accès en fait vraiment à tout le travail, toute l'information concernant nos engagements. C'est s'assurer que dans le discours de vente, ces informations-là puissent parfois remonter un peu plus dans les premiers échanges et pas forcément à la fin quand on a le temps. C'est évidemment le travail, c'est de pouvoir aussi engager la conversation avec les clients, pas uniquement sur le produit, mais aussi sur des engagements. Voilà. Bon, on est en transition, encore une fois. Le parti pris de l'Occitane, ça a toujours été d'abord de faire plutôt que de communiquer sur ce que l'on fait. Donc, voilà. Alors oui, ce phénomène est d'autant plus sensible lorsqu'on est spécialiste. On le rappelait tout à l'heure, lorsqu'on avait des clients militants qui avaient le même niveau de connaissance que les vendeurs, c'était une vie relativement simple. Maintenant, c'est un peu complexifié parce qu'effectivement, ils sont assaillis de questions de façon permanente, notamment par les nouveaux clients. Et surtout, grâce à la télévision, puisque avant il y avait un reportage un peu touchy tous les 3 mois. Maintenant, il y en a un par semaine. Et donc ça nous conduit, notamment en termes de communication interne réseau, à relayer très rapidement les éléments argumentaires pour expliquer que nous, on n'est pas là-dedans, que... Je vais vous citer un exemple. Il y a eu récemment un reportage sur les pommes conventionnelles, on y revient sur les pommes, qui parlait du Smart Fresh, donc, qui est un produit qui permet la conservation d'une pomme pendant 1 an sans flétrissure. Merveilleuse invention, qui transforme la pomme en une boîte de conserve facile à gérer et à stocker. Évidemment, c'est interdit par l'agriculture biologique, donc on n'est pas concerné, mais toutefois on a eu des meutes de clients qui nous ont demandé mais là, est-ce que vous en avez, est-ce que vous faites ça, etc. Donc on est obligé d'argumenter de façon un peu technique en expliquant comment on fait la conservation des produits, comment on trace nos produits, comment on les conçoit. Donc très régulièrement on a des supports d'information interne qui s'appellent le bulletin d'information ou la lettre sociétaire. Ce sont 2 supports internes qu'on utilise. Et d'ailleurs, ma collaboratrice qui les a en charge est dans la salle, donc elle a du travail là-dessus. Et on relaie les questions conso qu'on a par ailleurs tracées sur la ligne consommateur ou qu'on a eu en remontée suite à ces fameuses émissions. Et on envoie des éléments de langage et des verbatims au réseau, parce que s'ils ont une connaissance de fond sur la bio, ils sont un petit peu déstabilisés lorsqu'on les emmène sur le terrain du conventionnel, qui n'est pas le leur. Mais pour autant, les nouveaux clients, eux, ils ne savent pas toujours la différence entre la bio et le conventionnel. Et donc, il faut tout le temps les ramener sur ces sujets-là et faire des comparaisons. Et ça, c'est un peu nouveau pour nous. Et puis sinon, pour le fond, on a une école de formation qui nous permet effectivement de former les équipes
à la bio selon Biocop. Donc on a des formations régulières là-dessus. Et l'autre élément peut-être à noter, c'est qu'il faut rappeler que nos salariés de magasins peuvent devenir sociétaires, que par nature devenant sociétaires, ils ont accès à un niveau d'information et notamment de décision au sein de l'enseigne qui les implique beaucoup et qui par nature facilite leur appréhension des sujets de Biocop et donc leur envie de les relayer aux consommateurs. Alors moi je dirais que chez Monoprix, je resterai très humble par rapport à ces enjeux de formation des collaborateurs en magasin, parce qu'il y a 21 000 collaborateurs chez nous pour Monoprix, dont 18 000 en magasin. Donc c'est vrai que savoir exactement quel est le niveau d'information qu'ils sont tous capables de livrer à un client qui leur pose une question potentiellement, voilà, j'espère qu'il n'est pas trop mauvais, mais honnêtement c'est compliqué, puis c'est un travail permanent de faire, que de sensibiliser, communiquer sur les enjeux, nos offres, etc. Donc on le fait au niveau de mon département, on a dans tous les magasins on a un panneau développement durable, une sorte de grand panneau Velleda, où on leur diffuse des informations tous les mois avec des chiffres. Il y a une thématique par mois, donc on essaye à la fois de dire c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu, quelle est l'offre chez Monoprix, un peu d'articles pour se nourrir sur la façon dont les médias couvrent ce sujet, etc. Donc voilà, ça c'est un premier abord, mais c'est vrai que ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de s'insérer dans les formations de filières. Hein. En fait, on est organisé par filière au niveau des magasins Monoprix. Il y a la filière caisse, il y a la filière alimentaire, la filière non alimentaire, la filière mode beauté, etc. Et en fait, qui forment en fait les équipes en magasin avec des relais régionaux, etc. Et donc c'est vraiment essayer de mettre nos sujets conso responsables notamment au sein de toutes ces formations, discours filières, spécialité par spécialité. Parce que voilà, il faut quadriller en fait pour être sûr que les messages passent bien. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de questions qui nous sont remontées aussi via notre service conso, auxquelles on essaye d'apporter des réponses que tout le monde puisse avoir pour les apporter à des clients en magasin. Mais je dirais que ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et que par ailleurs, les collaborateurs en magasin posent aussi eux-mêmes beaucoup de questions. Parce qu'ils sont comme tout le monde, ils regardent la télévision et ils voient un reportage sur une usine qui s'effondre au Bangladesh, qui produit des vêtements. D'où viennent nos vêtements, comment ils sont fabriqués, comment on s'assure des conditions sociales de fabrication. Tout ça, c'est des questions que nos clients se posent, mais que nos collaborateurs se posent aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter le gaspillage alimentaire ? Voilà. Donc, c'est un travail qu'il faut faire en permanence, d'expliquer ce qu'on fait sans fanfaronner, hein, parce qu'on sait très bien qu'on est toujours dans des logiques de progrès, mais avec du factuel et de dire voilà comment on progresse, voilà ce qu'on met en place d'année en année. Je vous dis juste au revoir à tous. Merci pour l'invitation d'abord et puis votre attention. Merci à vous. Au revoir. Il y a 2 questions dans la salle, on va les prendre peut-être simultanément. Si vous pouvez vous présenter quand vous les posez. Oui, bonjour, Jean-Marc Magnin, observateur Shopperman. Avec tout le respect qu'on a pour l'enseigne, j'aimerais avoir votre avis sur la campagne des fruits moches. Est-ce qu'on est dans le responsable washing ou est-ce qu'il y a une vraie démarche de sincérité de l'enseigne ? Alors les fruits moches, c'est chez Intermarché. Nous, on a les gueules cassées chez Monoprix. Vous voulez que je fait. réagisse pour Intermarché ? Oui, non, tout à fait. Quand je parlais d'enseigne, je parlais, mais avec tout le respect qu'on a pour Intermarché. Moi, je trouve que c'est une super campagne de pub. C'est dommage que ça concerne juste un magasin avec une offre temporaire. Voilà. Donc, on aimerait que ce soit quelque chose d'ampleur, qui prenne de l'ampleur. Alors, ça va peut-être être le cas. Là, c'était apparemment au départ l'initiative d'un seul magasin qui avait une super agence de com'. Mais après, moi, quand j'ai vu les films, je les ai trouvés super. Je me suis dit, moi, je suis verte que ce soit pas Monoprix qui ait fait ça. Parce qu'en plus, dans le ton, etc., c'était vraiment très cohérent aussi avec la façon dont nous, on aborde ces sujets de façon déculpabilisante, non anxiogène. Voilà, nous, on n'a pas une clientèle de militants comme Biocop. On est plutôt sur du recrutement, de la sensibilisation. Donc sans faire peur aux gens et en leur redonnant le pouvoir, en leur expliquant qu'ils peuvent agir, que c'est aussi la somme des actions individuelles qui font que les choses vont changer. Et donc voilà, donc pas être trop anxiogène. Et donc moi je trouvais que c'était une super pub. Voilà, après c'est de la pub. Non mais de fait, je trouve aussi que ça fait aussi changer
le regard que portent les clients au sens large, pas que les clients d'Intermarché, sur ces problématiques de fruits et légumes pas beaux. Donc, je sais que chez Monoprix, quand je suis arrivée il y a 3 ans, le gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'était une des 7 priorités de notre nouveau plan développement durable. Et on m'avait dit, non mais écoute, t'es sympa, mais les fruits et légumes pas beaux, on a déjà testé, ça reste dans les rayons, ça se vend pas, les clients n'en veulent pas, donc tes idées, tu te les gardes, etc. En gros. Bon, et en fait, je vois qu'aujourd'hui, on a lancé les gueules cassées et elles se vendent très bien. Il y a des très bonnes rotations de ces produits, donc qui varient parce que c'est en fonction des saisons, etc., qu'on propose dans tous nos magasins, etc. Et en fait, il y a vraiment, même si on trouve que c'est jamais assez vite, un consommateur qui évolue. Et finalement, ces campagnes de pub, bon, même si c'est un peu greenwashing, elles ont aussi le mérite de faire bouger les mentalités sur ces sujets. Au même titre que toute la couverture médiatique qu'ils peuvent avoir, que Guillaume Garot qui lance son pack national, etc. On voit quand même en 3 ans, la perception client évolue. Et peut-être que dans 2-3 ans, justement, la pomme granny toute belle, dans laquelle on se voit dedans, tellement elle est lisse et brillante, elle sera louche. Peut-être. Alors d'accord pour dire que c'est une très belle campagne, aucun problème là-dessus. Après, faut pas qu'il y ait que les fruits moches qui soient responsables, c'est tout. Mais sinon, sur le fond, il n'y a pas de problème. C'est une très belle campagne, c'est un très beau moyen d'interpeller le consommateur, c'est un très beau moyen de lui faire changer son regard, finalement, parce que c'est ça le sujet, son regard sur son aliment, parce qu'il l'avait perdu de vue. C'est idiot ce que je dis, mais franchement, c'est vrai. Et là, il est en train de se réemparer de ce qui, finalement, est le premier élément de sa santé et de son bien-être, c'est ce qu'il mange. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif. Après, est-ce que ça aurait dû être Intermarché qui fasse une si belle campagne ? Ça, je vous laisse juger. Je crois qu'on avait une deuxième question dans la salle. Bonjour, je suis Olivier Cueil, l'un des 2 cofondateurs de Microdon, une entreprise solidaire qui développe des outils de générosité en grande distribution. Merci pour l'invitation et merci aussi pour avoir ouvert la salle aux contributions. Vous vouliez savoir si certains d'entre nous voulaient partager des campagnes ou des idées, faire des retours d'expérience aux personnes qui sont présentes ce matin. Moi, je voudrais juste vous raconter une jolie histoire en termes de mobilisation des salariés en magasin. C'est celle du lancement récent de l'arrondi chez Nature et Découverte. Donc, il s'agit de l'arrondi solidaire, cette idée que les clients peuvent, s'ils le souhaitent, faire un petit don au moment du passage en caisse. Et en fait, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire en termes de mobilisation des salariés du groupe Nature et Découverte, que je pensais partager avec vous ce matin. Donc 75 magasins répartis à travers la France, sur lesquels on saupoudre 56 associations déjà soutenues par la Fondation Nature et Découverte, donc des actions à fort impact environnemental, aux protections de la nature. Et puis quand on transforme un petit peu le logiciel de caisse, juste pour permettre aux clients de faire un petit don au moment du passage en caisse, et qu'on embarque les salariés, on crée des choses assez surprenantes et extra. On a animé la communauté des salariés des 75 magasins avec un petit jeu, un jeu qui fait qu'à chaque fois qu'il passe un jalon dans l'histoire de l'arrondi, il décroche un petit badge. Donc concrètement, c'est la première fois qu'il passe une journée avec plus de 20 arrondis, il reçoit un badge. La fois où une personnalité vient faire un arrondi à la caisse et qu'il le prenne en photo, il décroche le superstar badge de l'arrondi. Bref, tout ça pour dire que si on engage les salariés de façon ludique sur ces thèmes, qui peuvent être de la générosité en magasin ou des choses beaucoup plus liées aux produits bio et environnementalement responsables, on crée des très belles histoires. Pour information, on envoie une newsletter tous les 15 jours à l'ensemble des magasins pour les informer des jalons qu'ils ont franchis, des badges qu'ils ont décrochés, etc. Victime de notre succès, on a des appels 3, 4, 5 jours avant l'apparition de la newsletter de salariés qui s'inquiètent de savoir si ils ont bien reçu le badge un tel ou un tel. Donc c'est quelque chose d'assez extra. Au niveau des chiffres, c'est super aussi. En moins de 2 mois, c'est déjà 20 000 € qui ont été collectés par les 75 magasins et qui viendront alimenter à 100% les projets des 56 associations partenaires de la Fondation Nature et Découverte. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je suis à votre disposition. Et puis si les intervenants veulent réagir, on a aussi des belles histoires du côté des enseignes présentes ce matin. Donc, merci. Oui, moi je veux bien réagir sur l'arrondi. Peut-être qu'on l'aura un jour chez Monoprix. En attendant, c'est vrai qu'il y a Microdon propose aussi un autre système d'animation qui sont les cartes Microdon, donc qui sont des petits bouts de papier, enfin des petits leaflets qu'on passe en caisse avec un code barre, qu'on passe en caisse avec nos courses et qui permettent de donner 2 € ou plus à une association.
Donc on a fait ça depuis 2 ans. On a fait plusieurs campagnes avec Microdon. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au-delà du geste solidaire qu'on encourage, ce qu'on a observé, c'est vraiment ce côté aussi créateur de liens. Parce qu'en fait, les associations bénéficiaires sont des associations locales qui sont identifiées par la collectivité locale. En l'occurrence, c'était la mairie de Paris, par exemple, sur Paris, qui participait. Donc ça permet de faire connaître ces petites associations qui ne le sont pas forcément, de créer du lien social dans le quartier. Et finalement, moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est qu'à la première soirée de restitution de bilan de ces opérations-là, il y avait, certes, on a récolté X milliers d'euros en 2 jours, voilà. Et puis avec le petit concours, le petit challenge de celui qui aura récolté le plus. Mais au-delà de ça, ça a créé des nouvelles discussions, ça a redonné au magasin ce rôle de créateur de liens sociaux aussi dans la vie du quartier. Ça permettait aux associations de dire c'est génial, on s'est fait connaître, on a rencontré des nouveaux bénévoles ou des nouveaux bénéficiaires. Et finalement, je trouve qu'au-delà de notre métier de commerçant, de vendre des produits et d'en acheter, on avait cette dimension lien social que je trouvais super riche et touchante. Et puis je trouve que pour des commerçants de centre-ville comme Monoprix, est quelque chose de très fort dans l'identité et dans le positionnement que veut avoir l'enseigne et dans la proximité relationnelle qu'on veut créer avec nos clients. Voilà, donc je trouve que c'est des belles opérations, ces opérations Microdon. Oui, je salue Microdon, qui est également partenaire de Biocop et qu'on apprécie bien. C'est vrai que Microdon a fait une très belle initiative avec cette conception nouvelle de faire du commerce responsable avec les clients. Pour ce qui nous concerne, nous allons tester ce qu'on a souhaité appeler le don militant d'ici, je crois, 1 mois maintenant, dans 10 magasins, avec l'objectif de le développer dans l'ensemble de l'enseigne. Alors, on est habitué chez Biocop au principe de don, on l'a évoqué puisqu'on le fait depuis très longtemps avec nos associations partenaires. Mais c'est vrai que là, c'est une manière plus ludique, plus simple aussi, et de le faire. Donc, bien sûr, on est absolument d'accord pour dire que c'est quelque chose de positif et qui va dans le sens de ce qu'on souhaite développer. Justement, pour rebondir là-dessus, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est la notion de prix. On en a parlé un petit peu au début avec le retour d'Altavia Watch sur les consommateurs qui sont prêts à payer plus. Microdon et l'arrondi, c'est être prêt à donner quelques centimes de plus. Donc ça peut être 3 centimes, ça paraît un petit peu indolore. Et puis de toute façon, quand on arrive en caisse et qu'on a 23,44 €, donner un peu plus, on ne s'en rend pas compte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne demeure quand même pas un frein à l'accès à des produits responsables en raison du prix ? Ça, c'est le premier point. Et lié au prix, qui est aussi un enjeu de pouvoir d'achat, d'accessibilité physique. C'est-à-dire, est-ce que tout consommateur en France, que ce soit en ville, quel que soit le quartier où il habite, ou que ce soit dans des environnements plus ruraux, peut se permettre, par exemple, je pense au prix du carburant, de faire plus de kilomètres pour aller dans une enseigne responsable. Donc, je pense qu'on est sorti du cliché le responsable est vraiment plus cher, avec des clichés où on avait en ville, c'est de la consommation bobo, à la campagne, mais de toute façon, c'est toujours, on a toujours su comment faire, etc. Est-ce que cet enjeu prix, aujourd'hui, a bougé, ou est-ce que vous, il est toujours aussi prégnant ? C'est une question hyper difficile, la question du prix. C'est vrai que nous, on est une enseigne de centre-ville, donc on est plutôt dans la catégorie bobo dont vous parliez. En tout cas, on n'est pas dans la guerre des prix, on n'est pas rentré dans cette guerre des prix qu'on observe aujourd'hui entre distributeurs, parce que c'est pas du tout notre positionnement. Mais néanmoins, on peut pas se permettre d'être déconnecté. Donc en fait, il y a quand même des efforts qui ont été faits pour réduire nos prix. Là, on vient de lancer une gamme petit prix, donc de produits qui sont une sorte une nouvelle MDD Monoprix sur des produits basiques moins chers. Donc cette considération prix, elle est importante aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai que, et notamment par exemple sur le textile, pour changer un peu de sujet, mais un consommateur qui veut payer un jean 5 €, voilà, se doute bien que techniquement parlant, socialement parlant, c'est quand même bizarre qu'on arrive à faire venir de si loin en faisant produire par je ne sais qui, je ne sais où, des vêtements aussi peu chers. Donc en fait, cette notion
de prix juste, en fait, elle est quand même importante à faire passer. Nous, chez Monoprix, c'est vrai qu'on a cette volonté de dire on ne veut pas rentrer dans cette logique de prix bas, on veut lancer dans cette logique de prix juste, de sortir par le haut et par un discours qualité qui explique les choses. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans le piège, mais je pense que maintenant, on en est un peu sorti, de se dire qui dit offre responsable dit offre premium, donc on va tous marger comme des fous sur ces produits-là. Parce que le consommateur a dit qu'il voulait bien payer 10% de plus pour... Non, je pense qu'on est sorti, ça c'était les années 2000, avec un peu les travers du greenwashing et l'immaturité de la compréhension de ces marchés. Je pense qu'on est sorti de ces sujets-là et on marche ni plus ni moins, voire plutôt moins, sur des offres responsables qui nous parlent et qu'on a envie de pousser. Voilà. Et aujourd'hui, pour en revenir à ces histoires de prix, quand on regarde les études consommateurs qu'on a vues au début, les gens disent plus une consommation responsable, c'est forcément une consommation bio ou équitable. Ils disent c'est du local, c'est des produits moins transformés, c'est de la traçabilité, c'est tout ça qui ne sont pas forcément des choses plus chères. Ça peut être des fruits et légumes quoi ma gueule ou moches ou tordus qui sont aussi vendus 20 à 30% moins cher que les produits traditionnels. Voilà, donc derrière offre responsable, il y a aussi tous ces enjeux-là qui ne sont pas forcément en lien avec un renchérissement du prix des produits. Et notamment sortir d'offres trop industrielles pour revenir à des produits de base. Ça, c'est quand même une tendance qu'on observe fortement et qui va dans le sens aussi de payer les choses moins chères. Beaucoup de choses ont été dites que je partage. C'est sûr que la notion de garder prix même et de donner à penser au consommateur qu'un produit n'a pas de prix, c'est irresponsable. Donc c'est complètement contradictoire avec tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment et je pense que le consommateur est en train de le comprendre. Après, la notion de prix juste, c'est différent. Le fait est que le consommateur a besoin de savoir ce qu'il achète. Ça, c'est sûr. Dans le bio, la bio que nous connaissons bien, il y a ce qu'on appelle l'effet de seuil. Un consommateur conventionnel, il consomme essentiellement des produits packagés et transformés. Et donc, quand il vient chez Biocop, il a tendance à vouloir consommer de la même manière. Et là, par nature, il va avoir un impact prix qui va être sensible. Au fur et à mesure de son expertise, du développement de son expertise, ce qui prend en général 2 ans, il va consommer moins de protéines animales au profit de protéines végétales, il va consommer plus de vrac parce que le suremballage, c'est un élément très structurant du coût. Et il va souvent démarrer par le fruits et légumes parce que je vais vous surprendre, mais en fruits et légumes, on est souvent moins cher que le conventionnel. Pourquoi ? Parce que le coût des pesticides, un autre combat de Biocop, a augmenté de 300% en 5 ans. Et ça, le consommateur, il le paye. Il ne l'a pas demandé. Les 28 traitements sur la pomme, il ne les a pas demandés, mais il les paye. Donc, ces notions de prix sont en train, effectivement, de se relativiser. Malgré tout, il faut avoir une démarche d'accessibilité, lutter contre l'effet de seuil. Biocop a créé une gamme qui s'appelle la Bio Je Peux, qui est une gamme d'accessibilité. Cette gamme est au prix le plus bas possible, mais ce n'est pas un prix qui a été fait contre le producteur, puisque je vous annonce que Biocop n'a pas de direction des achats. Biocop a une direction filière et produits, ce qui est tout à fait différent dans la démarche, puisque ça veut dire qu'on présente chacun nos comptes d'exploitation. Le fournisseur et Biocop. Et on se met d'accord sur le prix juste. Et lorsqu'on fait la Bio Je Peux, en fait, tout simplement, les deux font un effort sur leur marge ou sur la gestion du transport, de manière à ce qu'on puisse avoir un prix le plus bas possible. Et c'est cette fameuse gamme Bio Je Peux. Donc voilà, la réponse est un peu nuancée, mais je pense qu'elle est plus juste. Je pense que la notion de prix le plus bas qui nous entraînerait à faire de la bio chinoise, c'est la moins chère aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce que c'est ce que le consommateur veut ? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans 3 ans, il ne reprochera pas aux enseignes qu'ils font aujourd'hui ? Moi, je pense que oui. Parce qu'on parlait de l'intelligence du consommateur. Le consommateur est en train de s'expertiser, il se documente, et notamment au travers d'Internet et des réseaux sociaux. Et ça ne sera pas tenable durablement. C'est pas possible. On ne peut pas dire je suis responsable et se fournir chez des fournisseurs qui, comme au Bangladesh, ont eu cet immeuble qui a généré les dégâts qu'on a connus, le nombre de victimes qu'on a vues. C'est pas possible. Bon, ça, à un moment, je pense que le consommateur n'était pas prêt à l'entendre à une époque. Aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait prêt à l'entendre. Mais il faut qu'il sache ce qu'il achète, c'est bien normal. Pour ça, il faut de la transparence. Alors,
une question dans la salle. On vous passe un micro. Oui, bonjour, Valérie Taubois. LAMP Marketing Éclairant, c'est du conseil en marketing et RSE. Donc, c'est deux mots qu'en général, on n'associe pas. Pourtant, je suis persuadée que c'est des choses importantes. Et j'ai vu que Biocop avait évolué justement sur la communication par rapport à la communication de 2011. Et j'ai été étonnée, en fait. J'ai découvert la campagne de communication sur les réseaux sociaux où vous expliquez comment a été fabriquée la publicité que vous avez faite et comment elle a été éco-conçue. Et moi, je suis consommatrice de Biocop depuis pas mal d'années et je m'attendais à ce que votre prise de parole aussi forte soit plutôt sur Ensemble pour plus de sens, pour expliquer justement votre démarche équitable Nord-Nord. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez pris le parti de faire une communication éco-conçue, de faire pas mal de buzz autour de ça, plutôt que sur la démarche Ensemble. Alors, c'est pas ce qu'on a fait précisément. Si vous avez vu nos messages, vous avez vu que le premier message, c'est sur justement les sujets de fond. Il y a 4 thèmes qui sont développés dans cette campagne entre avril et septembre, dont l'un est le commerce équitable Nord-Nord. Donc en l'occurrence, la démarche Ensemble. Par contre, on a à résoudre, je vous l'ai dit, une contradiction. Contradiction interne et potentiellement une contradiction aussi externe, qui est de dire, est-ce qu'il est responsable de communiquer ? C'est important pour Biocop de l'expliquer, tant à l'interne qu'à l'externe. C'est pourquoi on a fait cette démarche, pour démontrer qu'on pouvait conjuguer, et je reprends votre terme très exactement, marketing et RSE. Biocop entame une démarche RSE, et comme tout ce que fait Biocop, elle sera très exigeante. Et donc la logique, c'est de commencer par la communication, qui est la première contradiction en général, qui est opposée aux marques responsables. Et donc on a souhaité, puisque Biocop est pionnier dans beaucoup de domaines qui concernent le développement durable, on a souhaité être ceux qui avons été le plus loin dans une démarche de com. On changera de style, on changera de forme, mais on ne changera pas de fond, c'est-à-dire qu'on va continuer d'être dans la sobriété au niveau de notre communication, de manière à faire entendre de la manière la plus originale possible. Les tweets recyclés, c'était un bon exemple. Notre voix, parce que ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que finalement, le petit impact des campagnes Biocop, négatif, parce qu'il y en a un forcément, peut générer un comportement positif de beaucoup de gens, qui aura au final un bilan positif si on fait le ratio des deux. C'est ça la démarche. Et donc ça, par nature, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc il fallait 2 niveaux de lecture. Donc le premier niveau de lecture, c'est sur les thèmes de Biocop. Et puis après, on a fait un site internet en ASCII qui pèse 3 MO. C'est vraiment pas grand-chose pour un site internet, où justement on décline toute la conception de la campagne, mais aussi tous les sujets de la campagne et la légitimité de ces sujets pour Biocop, de manière à ce qu'on soit dans une logique d'éduquer en fait le consommateur, parce que je vous rappelle, et on l'a dit en préambule, le consommateur est devenu beaucoup plus expert, beaucoup plus affûté. Et moi, j'ai été très sensible sur les tweets à n'avoir qu'un tweet green sheet. Parce que je peux vous assurer que quand on s'appelle Biocop, quand on prend une prise de parole, on est plutôt regardé dans les milieux militants. Et quand on n'a que ça comme réaction négative, ça veut dire qu'on a su conjuguer un impact grand public qui, je pense, est notable, avec en même temps une cohérence avec l'image et le positionnement de Biocop historique. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va prendre une question qui est un peu plus d'ouverture et de conclusion qu'on avait évoquée. C'est qu'avec Altavia Watch, au début de cette table ronde, on a vu qu'il y avait des vrais mouvements de fond et de marché qui poussent à une consommation plus responsable. Il y a des enseignes comme les 3 que nous avions ce matin qui sont engagées et qui vont cultiver leur spécificité avec un souci de cohérence et en même temps avec un environnement de marché qui est plus mainstream, comme on a pu le voir ce matin. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir une trop forte concurrence ? Est-ce que les enseignes traditionnelles ne vont pas venir cannibaliser des clients chez vous ? Est-ce qu'on ne va pas arriver aussi à un point où il va peut-être falloir se démarquer ? Est-ce que vos clients traditionnels ont pris de l'âge, par exemple ? Est-ce que les jeunes vont venir chez vous ou vers d'autres enseignes qui vont se créer ? Est-ce qu'on n'arrive pas aussi à un moment, comme vous le disiez, vous avez évoqué à plusieurs reprises le décalage entre le discours des années 2000
et le discours actuel qui est beaucoup plus dans la transparence, la vérité, avec certaines difficultés. Donc est-ce qu'on n'arrive pas non plus à un palier, un nouveau palier qui va être une très forte concurrence? Si, c'est évident. À partir du moment où on est mainstream, on n'est pas le seul à l'avoir vu. Ça, c'est sûr. Et alors, tout le monde y court. Alors des fois en trébuchant d'ailleurs. Mais tout le monde court à être plus responsable, plus développement durable, plus bio, plus cohérent. C'est sûr. Pour autant, et sans aucune prétention, je pense qu'on a encore un petit peu d'avance. Et il faut profiter de ce temps justement pour installer le discours singulier de la marque et la profondeur de ses engagements. On parlait tout à l'heure de labels, par exemple, de commerce équitable. Ces labels vont se diffuser plus largement. Ils vont, pour certains d'entre eux, s'appauvrir. Je pense particulièrement à Max Havelaar, puisque prochainement, il va y avoir un label Max Havelaar qui n'implique qu'un seul produit, un seul ingrédient, commerce équitable dans le produit, alors qu'avant, c'était 100% du produit. Mais ça reste Max Havelaar, donc pour le consommateur, ça va être un petit peu confus. Donc, on va vers une période de confusion. Et c'est pourquoi il faut communiquer, pour y revenir, quand on est une marque historique, comme Biocop, pour affirmer tout de suite sa singularité, la force de ses engagements, le temps que les autres vont mettre à avoir des choses à dire. Parce que pour l'instant, ils ont l'envie, hein, mais il faut du temps pour pouvoir dire des choses sur ces sujets. Il faut avoir de l'antériorité, il faut avoir construit des filières. Ça ne se fait pas en 8 jours, Monoprix l'a rappelé, qu'ils ont commencé depuis déjà un certain temps. On ne peut pas aujourd'hui, en plus le marché est très tendu, puisqu'on a dit qu'il y a une offre insuffisante en France au regard de la consommation. Et donc la tentation, c'est d'aller chercher de la bio chinoise ou je ne sais quoi d'autre. Et ce n'est pas ce que veut le consommateur. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il dit au plus près, au plus juste. Aujourd'hui, il dit local. Sauf qu'il va s'apercevoir à un moment que le local, il n'est pas tout bien. Hein, il va s'apercevoir que le local, il peut être gorgé de pesticides, il peut être tout à fait incohérent avec une démarche responsable. Mais il est sur un chemin, le consommateur. Mais ce chemin, il va le conduire à monter de niveau d'exigence. Si on est une marque historique, on doit aller en avant du consommateur et pas l'accompagner, on doit être devant. Ce qui fait qu'il continuera de nous voir. C'est ça qui, je pense, est la meilleure réponse par rapport à, et vous avez parfaitement raison, une concurrence qui va s'aviver, qui va se développer, des discours qui vont devenir un petit peu plus confusants. C'est clair que ça ne peut se faire qu'avec une volonté et une exigence très forte. Et a fortiori, quand on est une marque militante, c'est sans doute plus facile puisqu'on peut se permettre de dire ce qu'on veut sur les OGM, sur les pesticides, sur le zéro transport par avion, etc., etc. Ça facilite un peu la compréhension du consommateur parce que les messages ne sont pas ambigus. Oui, non, mais c'est vrai que vous avez raison. Hein. C'est ce qui était un facteur de différenciation il y a 20-25 ans, les moins aujourd'hui, ou les plus. Et en fait, moi, je pense qu'on peut aussi s'en réjouir. Ça veut dire que, quand même, que globalement, tout le marché bouge, que toute la consommation bouge dans le bon sens, et que ce n'est pas le fait d'un ou deux acteurs qui, en effet, ont démarré avant et de façon parfois plus militante. Donc, moi, je crois qu'il faut s'en réjouir et il faut se poser la question de, en effet, comment on garde notre temps d'avance. On bénéficie aujourd'hui, c'est vrai, d'une image cohérente parce que, en effet, c'est pas un coup de pub qu'on sort du chapeau comme ça d'un seul coup. C'est quelque chose qu'on travaille de longue haleine et avec beaucoup d'humilité parce qu'encore une fois, en fait, on est toujours dans des démarches de progrès continu. Et si le niveau d'exigence augmente, ben nous, il faut devancer ces exigences-là, travailler avec les filières amont pour voir comment on peut travailler ensemble sur du long terme pour aller dans le bon sens. Donc voilà, ça nous oblige à nous remettre en question. Après, la cacophonie de com auprès des clients, ben, ça c'est vrai que ça va être un sujet. Il est déjà perdu dans une forêt de labels, d'allégations nutritionnelles ou que sais-je. Donc là, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de pédagogie, essayer de développer des supports physiques ou dématérialisés pour expliquer tout ça. Et puis faire le pari de son intelligence, parce que le consommateur, c'est nous, et voilà, on est quand même de plus en plus avertis, soucieux de ces sujets-là. Donc
Je pense qu'il se fera de moins en moins avoir par des discours de greenwashing qui auront des effets boomerang sur l'image de marque de plus en plus mauvais, quoi. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce débat matinal sur la consommation responsable. Avec Altavia, on tient à vous remercier de votre participation et ce n'est que le début. C'est-à-dire que vous avez eu un petit avant-goût d'Altavia Watch. Vous retrouverez dans quelques jours et on vous l'enverra sur SlideShare un panorama beaucoup plus complet de l'étude qui vous a été présentée ce matin. C'est un premier point. Vous trouverez également dans quelques jours sur la chaîne Altavia YouTube, Altavia RSE, la vidéo de cet événement que nous vous invitons à partager. Nous vous invitons également à réagir, puisque j'avais Thierry à côté de moi d'Altavia Watch sur Twitter, parce que je crois qu'il y a eu déjà pas mal de contributions de votre part et un débat qui s'est engagé ce matin. Donc on n'en est qu'au début de ce débat et chez Altavia, partenaire de communication retail, mais également partenaire de communication responsable, on tient à être un acteur clé de ces discussions. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine table ronde.